Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo portant sur l'antibiorésistance, un phénomène de grande envergure et qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Pour commencer, à quoi se réfère l'antibiorésistance? Eh bien, de manière simpliste, l'antibiorésistance traduit l'ensemble des phénomènes de résistance aux antibiotiques développés par les bactéries. Nous allons voir ensemble comment les bactéries développent et acquièrent ces résistances et ce que cela implique en termes de santé publique. Ces dernières décennies, un grand nombre de nouveaux antibiotiques ont été produits et administrés afin de surmonter l'émergence incessante de souches multirésistantes. Or, de nouvelles résistances sont apparues simultanément et les cas d'antibiorésistance constituent à l'heure actuelle un véritable problème de santé publique. L'acquisition des gènes de résistance par la majorité des espèces bactériennes pathogènes n'est pas un phénomène nouveau. L'utilisation excessive et inadéquate des substances dans le domaine de la santé humaine et animale ou encore dans le domaine de l'agriculture sont en cause. La découverte et l'introduction des antibiotiques dans la population et notamment de la pénicilline a certes permis de sauver un nombre considérable de vies, mais les cas de résistance ont surgi très rapidement. Près de 7 ans après l'introduction des pénicillines, on recensait 50% de Staphylococcus aureus, soit le staphylocoque doré, résistant. En 2004, plus de 70% des espèces pathogènes sont devenues résistantes aux antibiotiques les plus couramment utilisés. Dans le monde, en 2019, 1,27 million de morts, et peut-être même beaucoup plus, sont en lien avec une infection bactérienne résistante aux antibiotiques. Les estimations précédentes avaient prédit 10 millions de décès annuels dus à la résistance aux antimicrobiens d'ici 2050. En France, en 2021, 66 974 000 souches de Staphylococcus aureus ont été recensées, dont 12,3% étaient résistants à la méticilline, et 379 080 souches d'entérobactérales, dont 7,5% étaient productrices de bêta-lactamase à spectre élargi, d'où BLSE. Au niveau de la surveillance européenne pour Escherichia coli en 2021, on peut voir que plus de la moitié des souches sont résistantes aux aminopénicillines comme amoxicilline et ampicilline. Pour Klebsiella pneumoniae, on peut voir une augmentation du nombre de souches résistantes au C3G, qui fait partie de la famille des céphalosporines, et en moins de 15 ans, une augmentation de plus de 15% pour la France, de plus de 25% pour la Bulgarie et de plus de 22% pour la Croatie. Comme nous l'avions évoqué dans la vidéo précédente, la résistance à un antibiotique peut s'opérer de deux manières. Elle peut être inhérente à une espèce de bactérie et de ce fait naturelle, ou bien acquise par différents phénomènes. Dans le cadre d'une résistance naturelle, la bactérie est initialement résistante car elle ne possède pas la cible de l'antibiotique, ou bien produit une enzyme, protéine, capable de dégrader l'antibiotique avant même qu'il ne parvienne à sa cible. La résistance acquise, quant à elle, ne concerne que quelques bactéries d'une même espèce initialement sensibles à la substance. L'expression du gène de résistance confère à la bactérie la capacité de détourner la toxicité d'un antibiotique ou d'un groupe d'antibiotiques. Si la résistance s'étend à plusieurs antibiotiques, la bactérie est dite multirésistante. Parmi les stratégies de défense, les bactéries sont capables de développer des mécanismes leur permettant de modifier la structure de la cible pour que l'antibiotique ne soit plus capable de la reconnaître, ou encore de modifier la structure de l'antibiotique pour qu'il perde ses fonctions d'antimicrobien. Quelques exemples de résistance. La résistance naturelle. Les antibiotiques de la famille des bêta-lactamines agissant sur la paroi bactérienne sont inefficaces dans le traitement des infections respiratoires à mycoplasme. Les mycoplasmes sont des bactéries particulières car dépourvues de parois et sont donc naturellement résistantes aux bêta-lactamines puisque la cible est absente. La Klebsiella pneumoniae est une entérobactérie à la fois commensale et pathogène, c'est-à-dire opportuniste. Elle fait naturellement partie de notre flore intestinale et colonise également nos voies aériennes supérieures. Elle peut se révéler extrêmement pathogène et provoquer des infections bronchopulmonaires, urinaires et méningées. C'est une bactérie assez problématique car elle est concernée par les infections nosocomiales, c'est-à-dire les infections liées aux soins durant un séjour en établissement de santé. En plus de leur résistance naturelle aux pénicillines, Klebsiella pneumoniae présente actuellement des résistances acquises. Elles sont aujourd'hui nombreuses à résister aux autres antibiotiques de la famille des bêta-lactamines comme les céphalosporines et l'acide clavulanique, substances additionnées à l'amoxicilline connues sous le nom d'augmentin pour faire face aux bactéries résistantes aux bêta-lactamines. Elles sont alors résistantes à tous les antibiotiques de la classe des bêta-lactamines, antibiotiques les plus courants, et il est alors difficile de traiter ces infections. À présent, nous allons voir comment apparaissent les résistances chez les bactéries. La résistance naturelle est généralement d'origine chromosomique. Elle est véhiculée par le chromosome qui contient l'information vitale pour la vie de la bactérie. La résistance acquise, elle, est le résultat d'une modification génétique, mutation, ou de l'acquisition d'un matériel génétique étranger. Il arrive que cette résistance soit véhiculée par un élément supplémentaire indépendant du chromosome. En effet, la plupart du temps, les bactéries sont dotées de plasmides, de petits fragments d'ADN circulaire non essentiels à la bactérie et parfois étrangers. Ce matériel génétique supplémentaire confère aux bactéries la capacité d'exprimer des gènes non dispensables qui peuvent rendre la souche bactérienne pathogène ou davantage infectieuse pour l'organisme porteur. Par exemple, ils peuvent induire la
production d'une toxine ou bien d'une protéine, enzyme, capable de détruire une substance dangereuse pour la bactérie comme les antibiotiques. Les plasmides possèdent plusieurs particularités. Ils peuvent se répliquer, soit créer de multiples copies sans que la bactérie ait besoin de se diviser. Aussi, dans certains cas, ils peuvent s'insérer au niveau du chromosome bactérien et ainsi modifier le génome de la bactérie. Toutes les bactéries issues de cette dernière présenteront le même génome modifié. Imaginez que l'ADN de nos cellules soit modifié par un composant supplémentaire et qu'après procréation, notre enfant ait hérité de nos cellules modifiées. Ainsi, si les cellules de ma peau ont été modifiées pour résister aux fortes températures, mon enfant aura hérité de cette caractéristique et pourra s'approcher d'une flamme sans se brûler. De plus, les plasmides, l'ADN libre dans l'environnement ou certaines parties du chromosome bactérien peuvent se transmettre d'une bactérie à l'autre par différents mécanismes. C'est précisément la problématique à laquelle nous devons faire face depuis quelques années. Les bactéries s'échangent des plasmides, des parties de chromosomes ou de l'ADN libre par 3 types de mécanismes. Par conjugaison, à l'aide d'un pilus sexuel, la bactérie donneuse insère son pilus dans la bactérie réceptrice et transfère une copie de son plasmide. Par transduction, par l'intermédiaire de bactériophages, des virus tueurs de bactéries, ils infectent une première bactérie, récupèrent une copie du chromosome bactérien et le déposent dans une seconde bactérie. Par transformation, l'ADN extrait d'une bactérie, c'est-à-dire libre, entre dans une autre bactérie. C'est un phénomène naturel. À l'heure actuelle, il serait plus judicieux d'envisager de nouvelles stratégies ne faisant pas forcément appel aux antibiotiques. La production de nouveaux antibiotiques n'étant visiblement pas concluante sur le long terme, des alternatives thérapeutiques pourraient constituer de véritables solutions à l'échelle mondiale. Pour limiter la casse, il est important que chacun de nous ait conscience de ces phénomènes inévitables. Pour cela, nous devons donc utiliser les antibiotiques à bon escient. À présent, vous en savez plus sur l'antibiorésistance. On se retrouve d'ailleurs dans une nouvelle vidéo portant sur les dangers de l'automédication et sur le bon usage des antibiotiques. Nous pourrons agir ensemble pour éviter de favoriser l'apparition des bactéries multirésistantes. Ciao!